Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Luc Berthold, député de Mégantic-l'Érable. Bonjour Luc. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Nouvellement réélu dans le comté de Mégantic-l'Érable lors des élections générales. Oui, effectivement, je suis très, très content. La population a fortement reconnu le travail qu'on avait fait au cours des 4 dernières années. J'ai été présent partout. Je pense c'est un grand comté, Mégantic-l'Érable. Il y a beaucoup de municipalités, 50 municipalités, puis ça a été tout un défi de se faire connaître. J'étais plus connu dans la MRC des Appalaches, donc dans la MRC de l'Érable, dans la MRC du Granit. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Puis je pense que les gens ont répondu présent à l'élection. C'est un peu le travail de toute l'équipe qui m'entoure. On est présent, on répond aux citoyens. Puis je suis vraiment, vraiment content. Puis j'en profite encore pour dire merci aux gens parce que c'est un privilège que j'ai d'être leur député. Puis c'est grâce à tous les gens qui ont voté. Pour moi ou pas pour moi, c'est pas important. C'est tous les gens qui ont exercé leur droit de vote. C'est sûr que j'en ai besoin un peu plus que les autres. Mais je suis vraiment, vraiment fier du résultat. Puis encore une fois, merci à tous les gens qui m'ont témoigné à nouveau leur confiance. On vous souhaite des beaux travaux pour les prochaines années qui s'en viennent. D'après moi, on devrait avoir beaucoup de dossiers. On va en parler un petit peu plus tard, là, mais beaucoup de dossiers qui vont être à discuter, là, certainement. Bien, c'est court, 4 ans. Hein? On a commencé plein de choses. Il y a plein de dossiers qui vont se continuer. On parle d'Internet haute vitesse. On parle d'immigration qui prend de plus en plus de place dans notre région, de main-d'œuvre, tout ça. Puis c'est des dossiers qui nous tiennent beaucoup à cœur. Puis effectivement, j'espère que ça va durer longtemps. Vous savez qu'on a un gouvernement minoritaire. Donc, qui dit gouvernement minoritaire veut dire qu'on ne sait pas quand les élections vont arriver. Ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 3 ans ou 4 ans. Tout dépend des votes de budget. Tout dépend des votes de budget, tout dépendant de la confiance qu'on va accorder, tout dépendant de la manière dont le gouvernement va gérer la Chambre, les travaux aussi. Donc, il ne nous reste plus qu'à attendre de voir. Chose certaine, ça ne nous empêchera pas de travailler très, très fort pour faire avancer les dossiers, puis surtout de faire en sorte que ce gouvernement-là qui s'est fait élire sous plein de promesses, bien, qu'il respecte pour la plupart, mais on va s'arranger pour qu'il ne respecte pas celle de faire des déficits énormes comme il l'a promis lors de la campagne électorale. Donc, je pense que ça va être intéressant à suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois, ce qui va se passer sur la colline à Ottawa. Oui, exact, parce que normalement, le début de mandat est toujours très intéressant pour voir les promesses, comment ça va se faire respecter là, dès le premier dépôt, dès les premiers travaux à l'Assemblée. Parlons maintenant d'un sujet qui est très d'actualité pour la région, soit le BAP, donc l'étude sur les résidus miniers. Ça fait longtemps que tu en entends parler, que même que tu travailles ce dossier-là, même à l'époque comme maire de Thetford. C'est parti de où ce dossier-là là, pour arriver à un BAP aujourd'hui? Non, écoute, je pense qu'il faut revenir à partir du moment où il y a eu des premiers cas de problèmes de santé avec l'amiante. Il faut se dire les affaires comme elles le sont. Donc, ça a déjà commencé à générer de l'inquiétude chez la population. Donc, dès ce moment-là, il y a eu toutes sortes d'études. Il y a déjà eu des commissions royales d'enquête sur l'amiante au Canada. Il y a eu des études de toutes sortes. À peu près toutes les organisations ont fait des études sur l'amiante, mais à ce moment-là, il y avait une industrie au Canada. Il y avait une industrie qui produisait de l'amiante, qui extractait de l'amiante des sols. Donc, c'était une denrée économique, si je peux dire ça comme ça, là, une ressource économique très, très importante pour le Canada. Donc, notre région, la région d'Asbestos, la région de Cassiar en Colombie-Britannique. C'est toutes des régions qui ont produit de l'amiante pendant des années et qui généraient beaucoup d'argent pour les communautés où cet amiante-là était extrait. Puis pas juste pour les communautés, en termes d'impôts, en termes de revenus fiscaux pour les gouvernements, c'était quand même très payant. Donc, dans ce temps-là, on ne voyait pas l'amiante de la même façon. Puis si on se souvient, dans les années 70, il a commencé à avoir des grèves dans l'industrie de l'amiante parce que de plus en plus, on était inquiet pour la santé des travailleurs des mines.
Donc, il y a eu des grèves, on a amélioré les conditions de travail dans les mines, donc ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré au fil des ans. Et finalement, pour en venir à un niveau de travail très, très sécuritaire dans les mines. Parallèlement à ça, il y a eu toute l'utilisation de l'amiante dans l'industrie de la construction, où là, il y avait moins de protection pour les travailleurs, où il y a encore eu des cas de maladies liées à l'amiante, parce qu'on utilisait les méthodes du passé pour travailler avec un produit qu'on savait dorénavant plus dangereux. La région ici, puis pas juste la région ici, beaucoup d'intervenants disaient « Oui, c'est possible de travailler avec l'amiante d'une manière sécuritaire, voici comment. Si vous ne l'utilisez pas sécuritairement, il peut avoir effectivement des problèmes. » Et c'est comme ça qu'au fil des ans, on a réussi à passer à travers, avec notre industrie minière, les différentes crises, puis on a amélioré beaucoup les conditions de travail, puis les conditions de santé et sécurité pour les travailleurs. Est arrivée la fin de l'industrie de l'amiante en 2011. Pendant que j'étais maire. Donc, moi, pendant mon mandat, j'ai eu la malchance d'avoir à fermer les 2 dernières mines à Thetford Mines. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, là, mais c'était quand même assez lourd quand on a fermé des mines, quand une industrie s'éteint dans une ville. Puis, à partir de là, les lobbies anti-amiante sont devenus de plus en plus forts, de plus en plus présents pour réclamer la fin et le bannissement complet de l'amiante. Donc, ça, c'est un peu la petite histoire qui nous amène à aujourd'hui. À aujourd'hui, au BAP, qui va venir entendre plusieurs gens du milieu, des intervenants, des spécialistes, pour venir essayer de faire des recommandations sur l'utilisation? Bien, l'enquête est très large. L'enquête est sur l'amiante, sur les résidus miniers. Nous, on sait qu'on en a parlé, puis quand j'étais maire, j'ai toujours décrit ces montagnes de résidus miniers-là comme un compte en banque pour la région. Parce que dans ces montagnes, oui, on parle de résidus, mais on parle aussi de nombreux autres matériaux qui n'ont pas été exploités parce que ce qui était le plus payant à retirer de la terre, c'est de prendre l'amiante, puis tout le reste, on ne s'en occupait pas, on mettait ça en tas. Puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de magnésium dans ces résidus-là, puis il y a d'autres utilités également qu'on peut faire avec les résidus. Donc, on s'est dit, un jour, la technologie va être à point pour faire en sorte qu'on puisse exploiter ces montagnes-là, puis reprendre ce qui est bon là-dedans, puis par la suite, enfouir tout le reste qui n'est pas utilisable, puis, dans le fond, donner une seconde vie à l'exploitation minière qui a cessé à Thetford Mines. Là, il y a des voix qui s'élèvent pour dire, bon, bien, il faut faire attention. Vous l'avez vu depuis quelques années, quand il y a des travaux d'excavation, parce qu'on a utilisé des résidus miniers dans à peu près tous les projets de construction à Thetford comme terre de remplissage. Et plus large que Thetford, j'ai envie de dire, la MRC des Appalaches a probablement un sol minier, résidu minier un peu partout. Là. Je peux dire pas mal même plus large que ça. Ça, c'est peut-être ce que le BAP va tenter de décortiquer. Donc, on a utilisé ces résidus-là pendant des années. Il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas rien. Puis tout d'un coup, les agences de santé publique, la CSST, s'est mis à vouloir mettre des normes, puis faire en sorte qu'aujourd'hui, on a des travailleurs en scaphandre qui viennent faire des travaux d'excavation avec scaphandre blanc. Tout ça, quand vous voyez ça, c'est à cause des normes. Pendant qu'un citoyen va être sur son perron en train de manger un barbecue, puis lui n'a pas besoin de se protéger. OK? Donc, tu sais, il y a des incongruités dans l'ensemble de tout ça. Il y a des normes qui ont été mises en place. Il n'y a jamais personne qui a, en tout cas à la connaissance, on a demandé à la santé publique de nous sortir des chiffres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été déclarés malades, des maladies reliées à l'amiante, par le simple fait de vivre à Thetford? Puis personne, on n'a pas aucun cas. La santé publique, personne n'a été capable d'en nommer un seul. Donc, on se dit, pourquoi aller à ces mesures extrêmes-là si ce n'est pas nécessaire? Là, on nous dit, parce qu'il n'y a pas de seuil minimum de sécurité pour l'amiante. Ah! Puis là, on se dit, OK, bien pourquoi est-ce que ce n'est pas acceptable de prendre des risques, ou si minimes soient-ils, avec l'amiante, alors qu'on en prend dans notre vie avec plein d'autres choses? Exemple, est-ce que c'est risque zéro quand vous prenez votre véhicule? La réponse est non. La réponse est non. Est-ce que c'est risque zéro si jamais vous fumez une cigarette? Non plus. C'est même pire. C'est que volontairement, vous allez vous endommager votre santé, vos poumons. Pourquoi est-ce qu'avec l'amiante, on a décidé d'être aussi drastique, d'être aussi sévère, alors qu'on tolère encore plein d'autres matériaux, usages, pratiques qui comportent également des risques, mais quand on connaît les risques, on sait ce qu'on fait, bien, on n'a pas de problème. Mais il y a comme un lobby, là, il y a des gens qui se sont donnés comme mission d'achever l'amiante, puis d'achever les résidus miniers, puis d'achever tout ce qui aurait trait. Je pense que s'il était capable d'effacer la ville de Thetford, d'effacer la ville d'Asbestos, il le ferait.
Donc, le BAP doit venir faire la lumière sur la situation actuelle. Je suis perplexe parce que depuis qu'on a annoncé le BAP, on voit, c'est reparti dans les journaux à tous les jours. Il y a maintenant des articles contre l'amiante, des articles qui dénoncent l'amiante. Donc, ça va être un processus qui doit être bien encadré, mais malheureusement, il va y avoir des débordements. Puis, il faut réussir à passer à travers tout ça en passant notre message que, oh, attention, là, chaque fois que vous parlez, il y a une communauté qui vit là. Il y a une communauté qui vit là depuis 100 ans. Puis, nous, on veut continuer à vivre ici. Si vous allez trop loin, ça peut risquer de coûter très, très cher à l'État, puis ça peut risquer de coûter très, très cher pour la santé mentale, même des gens qui vivent ici, puis ça peut créer de l'anxiété, du stress. Bref, ça, c'est l'environnement dans lequel on se lance aujourd'hui, là. On va entendre tous les ministères avec chacun leur opinion. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'amiante? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'amiante? On va entendre des experts, des groupes de partout dans le monde, j'ai l'impression, qui vont vouloir témoigner, dire à quel point c'est dangereux. Puis on va avoir les gens de la région ici qui vont venir dire, écoutez, c'est pas si pire que ça, là. On est la preuve vivante que l'amiante ne tue pas. Oui, exact. Puis tantôt, on parlait que, tu mentionnais que les résidus, c'était souvent un compte en banque qui est inestimable. C'est la santé publique qui a fait en sorte que maintenant, on ne peut pas... Parce que la technologie est rendue à un point qu'on pourrait... En tout cas, du moins, ce que j'avais entendu, c'est qu'on pourrait extraire une partie du magnésium pour pouvoir faire des projets, des entreprises, puis revendre ça. Mais maintenant, on peut même pas. On a de la misère à pouvoir les regarder. Puis, Il y a une longue liste de choses ridicules qu'on nous force à faire maintenant, alors que l'amiante est présente de manière naturelle dans la région ici. Si on va prendre une marche dans un bois qui a un peu d'effleurement rocheux, on peut trouver des roches d'amiante. Est-ce qu'on va bannir les marches dans le bois? Bon, c'est ça le ridicule, là. Donc, si on réussit par le BAP à mettre en évidence ce petit côté un peu extrémiste et de faire en sorte de faire prendre conscience aux gens qu'il n'y a pas de risque réel pour la santé. Quand on dit qu'il n'y a pas de seuil minimum, écoutez, là, il peut arriver d'autres choses n'importe quand dans la vie, là. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire en sorte de dire on ne peut plus rien faire, on ne peut plus les regarder, on ne peut plus y toucher, puis on ne peut même plus prendre une marche dans le bois parce qu'il y a un petit peu de fibre d'amiante à côté. Puis si on touche à quelque chose qui a eu de l'amiante dedans, on n'est pas contaminé, puis on n'est pas contagieux pour personne. Il faut peut-être être cohérent avec l'ensemble des normes sur les produits dangereux. Exactement. Puis il faut juste faire en sorte de comprendre l'environnement qui est ici. Donc, si ça permet de mettre la lumière là-dessus, puis permet de dire, OK, on va définir une manière positive d'utiliser les résidus miniers, une manière correcte, sécuritaire, parce qu'on ne nie pas qu'il faut être sécuritaire, on ne nie pas que l'amiante doit être utilisée de manière sécuritaire, que l'amiante cause des maladies, on ne le nie pas. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on peut le faire d'une manière sécuritaire. Donc, aidez-nous à le faire de la bonne façon, plutôt que de nous empêcher d'y aller, puis d'avoir accès à ces montagnes-là. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Thetford Mines, c'est une ville dans une mine. Parce que, particulièrement, si vous allez dans le secteur de Black Lake, là, si vous levez la tête et vous regardez tout autour de vous, là, c'est des montagnes de résidus. Que ça. Puis si on arrive par le nouveau chemin, la nouvelle route 112, qu'on voit Black Lake, on voit littéralement une ville dans une mine. Donc, si c'est si dangereux que certains le prétendent, j'espère que le gouvernement se prépare à payer les conséquences des décisions que le BAP va apporter. Parce que si le BAP met plus de conditions, si le BAP met plus de contraintes à l'utilisation, aux travaux d'excavation, à l'enfouissement, au transport, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il paye pour ça. Puis malheureusement, à ce moment, c'est les promoteurs de Thetford, c'est les propriétaires de résidences, c'est les projets de Thetford qui payent la note. C'est pas normal parce que c'est les gouvernements qui en ont profité, c'est tout le pays qui en a profité pendant les 100 ans et plus d'exploitation de l'amiante qu'on a eu au Canada. Donc, si on met des contraintes, c'est pas uniquement aux gens d'ici à payer la note, c'est pas uniquement aux gens d'ici à payer la facture. Et ça aussi, les commissaires du BAP, il va falloir qu'ils soient conscients que s'ils mettent des contraintes, il va falloir aussi qu'ils émettent des compensations, qu'ils recommandent qu'il y ait des compensations pour les gens d'ici, pour qu'on puisse continuer à se développer. Parce que, je pense que c'est la semaine dernière qu'on a eu le gala de la jeune personnalité, on a un avenir rayonnant à Thetford Mines. Les gens veulent travailler ici, on a des projets. Puis je pense qu'il faut qu'on nous permette de nous développer puis de contribuer à la richesse, encore une fois, globale de l'économie du Québec et du Canada, pas en nous mettant des bâtons dans les roues, mais en nous donnant les outils qu'il faut pour passer à travers ces 100 ans d'exploitation de l'amiante.
Donc, en espérant qu'au mois de juillet, le rapport devrait sortir en juillet, qu'on puisse avoir des résultats satisfaisants là, pour ça. En tant que député fédéral, ce serait quoi l'idéal qui pourrait en sortir de ça? Là? Bien, écoutez, on me dit souvent, Luc, pourquoi tu te mêles de ça? C'est le BAP, c'est provincial. Puis, je m'excuse. Moi, je suis d'abord et avant tout un citoyen de Thetford. J'ai été maire de Thetford, donc je suis quelqu'un de la place. J'ai la chance et le privilège d'être député, ce qui me donne l'occasion d'être ici pour en parler. Je vais toujours me lever pour défendre ma région. Je vais toujours me lever pour prendre à cœur les intérêts de mon coin. Puis en ce moment, c'est principalement comme citoyen que je m'intéresse au dossier. Comme député, comme ancien maire qui a eu à vivre toutes sortes d'épisodes par rapport à la CSST à l'époque. Là, maintenant, un nom ça de long. Là. CNESST, je pense. Puis tout ça, donc, c'est comme ça que je m'élève. Et encore une fois, j'ai déjà fait des demandes au gouvernement fédéral dans le précédent mandat. J'ai demandé qu'on mette en place un fonds pour réhabiliter les terrains miniers qui pourrait permettre justement d'atteindre ces objectifs de sécurité-là, mais qu'on le fasse d'une manière intelligente, qu'on le fasse d'une manière à ce qu'on puisse continuer d'exploiter si on en a besoin, mais en même temps qu'on puisse recommencer à utiliser ces terrains-là qui sont à peu près le tiers de la ville. Si on regarde une carte, là, les terrains miniers, c'est vraiment impressionnant, la superficie. Puis en ce moment, il ne se passe pas grand-chose sur ces terrains-là. Donc, il faut redonner aux gens l'utilisation de ces terrains-là. Il y a plein de projets qui pourraient se faire là-bas. Donc, j'ai déjà demandé au gouvernement fédéral, qui a bénéficié lui aussi pendant des années des retombées fiscales de l'exploitation de l'amiante, mais de mettre en place un fonds pour réhabiliter les terrains miniers, puis reconvertir ces terrains-là pour qu'on puisse les redonner aux gens. Je pense que c'est un projet qui est à la fois très environnemental et aussi très sociétal par rapport à la communauté ici qui doit vivre avec ces montagnes-là qui nous entourent d'une manière sereine. Exact. Donc, il faut s'appuyer sur notre passé pour aller vers le futur. Tout à fait. Puis on ne pourra pas jamais le renier. Là. Écoutez, on est ici parce qu'il y avait de l'amiante. Parce que s'il n'y avait pas eu d'amiante, ici, il n'y aurait pas de ville. Il n'y avait pas aucune raison que Thetford Mine prenne autant d'ampleur. On a une toute petite rivière. Remarquez, les grandes villes, on sont tous à côté des grands cours d'eau pour tous les besoins qu'on peut imaginer. Il n'y avait pas de raison qu'il y ait une grande ville ici, à part l'exploitation des mines d'amiante. Donc, maintenant qu'il n'y a plus d'exploitation de mines d'amiante, on a réussi, grâce aux efforts de tous les intervenants, tout le monde a travaillé très, très fort suite à la fermeture des mines pour faire en sorte qu'on continue d'être là, qu'on voit des jeunes qui veulent continuer de s'impliquer, qu'on voit des entreprises qui prospèrent, qui manquent même de main-d'œuvre, tellement on a réussi à prendre de l'expansion. Bien, ce qu'on veut, c'est continuer à le faire. Maintenant qu'on a réussi à se redonner un second souffle, on ne veut pas quelqu'un qui vienne arrêter tout ça. Là. Souhaitons-nous des recommandations, parce que le BAP fait des recommandations, donc souhaitons-nous que ce soit pour le mieux, pour la région, pour son développement, puis après ça, bien, qu'on puisse les utiliser finalement pour aller chercher des aides supplémentaires là, pour nous. Là. Bien, j'espère, puis j'espère aussi que tout ce qui va entourer le BAP, la couverture médiatique, puis tout ça, ce ne soit pas un show du style « à soir, on fait peur au monde ». Parce que c'est ça qui est ma grande crainte. Parce qu'à un moment donné, la perception d'un dossier est beaucoup plus importante que la réalité. On l'a vu dans le dossier de l'amiante dans le passé. Et ça peut déraper. Ça peut déraper, puis ça peut causer beaucoup de dommages à l'ensemble de la région ici. Donc, ce que je souhaite, et je souhaite ardemment, c'est que les commissaires du BAP qui vont siéger restent très factuel, qu'on ne permette pas ces débordements-là qui n'auraient aucune raison d'être, qu'on établisse les faits, qu'on établisse la vérité, qu'on s'en aille dans la bonne direction ensemble, mais qu'on ne permette pas les débordements qui feraient en sorte qu'ils pourraient nous pénaliser davantage uniquement par la perception de la couverture que par la réalité de ce qui va s'être dit. S'en tenir aux faits et non de se laisser influencer. Là, exactement. J'espère que les gens vont être capables de faire la part des choses. Que les commissaires sont là pour le faire, puis j'espère qu'ils vont être capables de maintenir le débat à un niveau de débat, justement, qu'on ne tombera pas dans l'extrême. Souhaitons-nous-le en attente des audiences pour voir la suite. Si tu le veux, j'aimerais qu'on parle aussi des dossiers là, qui vont être à travailler de ton bureau directement pour le comté, mais aussi à Ottawa, ce qui s'en vient. Les annonces ont été faites au courant de la semaine passée. Maintenant, porte-parole officielle en matière d'infrastructure et de collectivité. C'est vrai. Ça représente quoi?
Les infrastructures et la collectivité, parce que c'est quand même assez large. Bien, les infrastructures, c'est pas compliqué. C'est les ponts, les routes, tous les grands projets d'infrastructures au Canada. Le gouvernement a annoncé 180 milliards d'investissements dans les infrastructures. C'est mon rôle, ça va être de surveiller, de suivre à la trace ces investissements-là, de suivre à la trace le gouvernement pour faire en sorte que l'argent soit bien investi, qu'il n'y ait pas de débordement, que voir que ce soit équitablement réparti dans tout le pays, que les régions en aient aussi leur part. Donc ça, c'est en matière d'infrastructure. Ça, c'est un gros dossier, puis je suis très, très, très content de la confiance que m'a accordée M. Scheer en me confiant ce mandat-là. Puis les collectivités, mais c'est les affaires municipales, parce que les plus grands partenaires dans les projets d'infrastructure, c'est les municipalités. Donc, je pense que c'est 60% des infrastructures au pays sont municipales. Donc, c'est quand même très important. Donc, c'est de savoir quelles sont les attentes des municipalités, quelles sont les attentes des gens par rapport à leurs besoins d'infrastructures, nouvelles infrastructures, puis surtout remise en état des anciennes. Vous n'avez pas besoin d'exemples. On n'a pas besoin d'aller bien, bien loin pour se rendre compte que toutes les infrastructures au pays sont âgées. Ils ont besoin d'amour. Besoin, je dirais, de beaucoup, beaucoup d'amour. De beaucoup de sous aussi. Puis un autre dossier qui tombe en partie sous le chapeau des infrastructures, c'est tout le dossier du déploiement d'Internet haute vitesse. Le déploiement du réseau cellulaire également. Pourquoi je dis que ça tombe dans le dossier des infrastructures? Parce que selon moi, c'est une infrastructure absolument essentielle aujourd'hui, en 2019. C'est pas normal qu'il y ait encore des coins de la méga-anticlérable où les citoyens n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Pourtant, c'est le cas. C'est inacceptable. Pas Internet haute vitesse supposé ou peut-être de temps en temps, là, comme certaines solutions technologiques le proposent, mais un vrai Internet haute vitesse. Aujourd'hui, là, si vous voulez aller vous implanter ou vous établir dans une ville, une des premières choses que vous allez demander, Internet, c'est quel service, c'est quelle compagnie? Si vous faites dire, ah, mais c'est pas encore rendu, pensez-vous sincèrement que vous allez acheter votre maison si vous avez des enfants et tout ça? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Ou le réseau cellulaire. Tu fais une visite, ah, une belle maison à vendre, je vais appeler ma blonde pour lui dire, ah, il n'y a pas de signal. Bien, qu'est-ce qui va arriver? Oh, on va aller voir un peu plus loin. Hein? Tu vas attendre de chercher le signal, mais à un moment donné, 20 km plus loin, tu as du signal, puis il n'y a pas de belle maison, mais c'est fini. Bref, ça tombe sous mes responsabilités. Ça va être un dossier très, très passionnant, je pense. Je suis très, très content parce qu'il y a des défis extrêmes partout, d'un bout à l'autre du pays. Puis je suis très, très content de m'occuper de ce dossier-là maintenant. J'ai adoré le dossier de l'agriculture, Jean-Philippe. Ça a été un dossier, les gens sont fantastiques. Les producteurs, les éleveurs, c'est des gens qui sont vrais, c'est des gens avec qui j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler, à défendre. C'est des gens qui ont connu une année très difficile avec la crise en Chine, avec la saison qui a été abominable, avec la crise du propane qu'on a connue. Bref, ça a été très, très difficile et ils ont besoin d'aide. Je suis très content, c'est mon collègue John Barlow qui hérite du dossier-là. C'est une bonne personne, ils vont être entre bonnes mains. Mais c'est un dossier que j'ai beaucoup aimé et j'ai adoré. Mais le défi des infrastructures, des collectivités, bien, ça rejoint un peu mon travail que j'ai fait comme maire, au sein de la MRC, tout ça. Donc, je vais me plaire également beaucoup là-dedans. Puis, si on parle de dossier peut-être un peu plus régional, là, en priorité, on aurait quel dossier? Bien, évidemment, Internet haute vitesse, j'en ai parlé, mais récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer une dizaine d'entrepreneurs, d'employeurs de la région ici. On a parlé des travailleurs, on a parlé de la pénurie de main-d'œuvre, on a parlé principalement des travailleurs étrangers qui, aujourd'hui, sont à peu près la dernière ressource possible pour que des entreprises puissent continuer d'opérer. La crise est à ce point-là que quand on a fait le tour de table, les gens me disaient, ben, on affiche des postes, puis on a 0 CV. C'est incroyable. Moi, quand j'étais jeune, au contraire, là, il y avait un poste qui affichait, il y avait 50 CV, puis il fallait que tu rentres dans le moule si tu voulais avoir le travail. Aujourd'hui, il n'y a même pas personne qui applique sur des postes qui sont disponibles dans la région. Puis ça, c'est ici dans notre région, puis dans beaucoup de régions. Et la seule solution à court terme pour ces entreprises-là puissent continuer à faire ce qu'ils doivent faire, bien, c'est les travailleurs étrangers. Donc, de plus en plus, les gens ont recours aux travailleurs étrangers. De plus en plus, on a des problèmes avec les services d'immigration. Les gens
au service de l'immigration, les gens ne tolèrent pas aucune erreur. Donc, on demande à des entrepreneurs à qui on demande de faire des produits, de devenir des spécialistes en papier et pas faire d'erreur, parce que s'ils font une petite erreur, la personne va être obligée de retourner chez elle, de refaire une demande de chez elle, de son pays, puis revenir ici. Ça, c'est un coût humain, parce que ces personnes-là, c'est des humains, ce n'est pas juste des travailleurs qu'on engage, donc on doit les retourner là-bas, ils doivent revenir. Ça a des coûts immenses pour les entreprises. Bref, il faut simplifier le système d'immigration, il faut rendre ça plus court dans les délais. On demande à des entreprises aujourd'hui de prévoir combien ils vont avoir de clients dans 2 ans, ou dans 1 an, ou dans 8 mois. C'est très difficile, parce que les délais sont rendus démesurés. Donc, il faut ramener un peu de gros bon sens là-dedans. Ça, c'est un des dossiers prioritaires. On va écrire d'ailleurs au nouveau ministre de l'Immigration pour lui faire part du compte-rendu de cette rencontre-là. Puis, c'est un dossier que je vais suivre de très, très près. Juste pour vous donner un exemple, il y a 9 travailleurs d'une municipalité du comté qui sont obligés de retourner chez elles, parce que c'est toutes des travailleuses, parce qu'il y a eu un problème dans les délais pour répondre au gouvernement. Pourtant, ces travailleuses-là, maintenant, avant qu'elles soient expulsées, là, ont tous leurs papiers, toutes les autorisations requises. Malheureusement, comme il y a eu un problème de délai pour une demande de renouvellement de statut, ou je ne me souviens pas trop quoi, bon, on leur dit, bon, bien écoutez, retournez dans votre pays, refaites une demande, attendez de 6 à 8 semaines, puis là, vous allez pouvoir revenir. C'est totalement ridicule, parce qu'on sait qu'ils vont être acceptés en plus. Donc, pourquoi forcer ça? Priver l'entreprise de ses travailleuses pendant 6 à 8 semaines, forcer ces gens-là à retourner chez eux, à payer pour les billets d'avion, à payer pour revenir, alors qu'on sait fort bien aujourd'hui qu'ils vont être autorisés à revenir. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a eu 80 cas à peu près de travailleurs étrangers comme ça au bureau du député depuis le début de l'année. On en avait en 2015, quand j'ai été élu la première fois, on en avait à peu près 1 par mois. Donc, vous voyez que c'est incroyable l'ampleur que ça prend, mais c'est la seule porte de sortie. On nous dit qu'il manque une centaine de personnes à des entreprises. Il y a 100 postes qui ne sont pas comblés présentement dans les entreprises chez nous. 100 personnes qui pourraient travailler. Il y a des entreprises qui mettent des projets de développement, d'expansion sur la glace parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir des travailleurs. Donc, on peut-tu essayer de rendre ça plus simple pour tous ces gens-là, pour faire en sorte que ça fonctionne? Puis, c'est un des dossiers majeurs, je pense, qu'on va devoir adresser là, pendant le prochain mandat. Mais, Luc, merci beaucoup pour, ce tour d'horizon du BAP et 2, les dossiers prioritaires pour Mégantic éclairable. Là, je pense que la table est mise pour le prochain mandat là, qui vient tout juste de débuter. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.